Bonjour à tous, Franck Muller en région lyonnaise. Nous sommes vendredi soir, presque 20 heures. Nous sommes le 30 août. Ah, qualité de la lumière, c'est pas évident, lumière naturelle. Ouais, bon, les journées sont longues quand on rentre un peu tard. Alors, bon, une toute petite pensée, on vous rabâche la retraite. La retraite à point ou suivant le nombre d'années, de trimestres cotisés. Bah, de toute façon, il y aura plus de cotisations à payer. Et ce, bien sûr, pendant plus longtemps, pour avoir moins d'argent reçu au final, quand vous serez arrivé à l'âge de cette retraite. Et oui, triste constatation, les acquis sociaux sont de plus en plus réduits. Je pense qu'il faudrait mieux mettre une politique de création d'emplois pour avoir plus de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État pour équilibrer les comptes. Et puis aussi, il me semble qu'il y a certaines entreprises qui ne versent pas toutes leurs cotisations, et cela permettrait d'équilibrer également les comptes. Et puis effectivement, il y a des tas de gens qui n'ont jamais cotisé en France, et le fait d'avoir, je crois, plus de 5 ans de présence sur le territoire français et d'avoir 65 ans, je crois, ouvre droit à une retraite minimum qui est parfois supérieure à celle à des retraites peut-être de petits commerçants ou d'agriculteurs. Donc voilà, tant qu'on donnera des droits à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas cotisé, eh ben évidemment. J'ouvre une toute petite parenthèse, un scandale de plus avec Macron. Que dire hier, encore une fois, la justice de Macron est plus que jamais politisée et appartient au camp de la pensée dominante. Tout est fait pour interdire un sentiment patriotique. Ce jeudi, hier, le président, le porte-parole et un ancien cadre du mouvement Génération Identitaire ont été condamnés à 6 mois de prison ferme, 2 000 € d'amende et 5 ans de privation de leurs droits civiques. L'association elle-même devra payer 75 000 € d'amende. Tout cela pour simplement une opération de communication pacifique, en disséminant des personnes dans la montagne avec tous le même blouson bleu et avec quelques banderoles marquant leur présence et leur souhait de préserver l'intégrité du territoire. Donc, de la prison ferme pour quelques personnes qui n'ont fait qu'exprimer leur opinion sans violence. Mais par contre, il y a des non-lieux, des acquittements, du sursis pour des racailles qui cassent, qui violent, qui dégradent le mobilier urbain, qui en sont à leur 10e, 20e, 30e délit et qui sont parfois toujours dehors. D'ailleurs, voilà, le fameux Cédric Herrou, celui qui passe les clandestins là, a été condamné à 3 000 € avec sursis et il était déjà en récidive. Donc avec une récidive, il est en contradiction avec la loi. Et en fin de compte, la bien-pensance fait que ce monsieur qui s'est promené au Festival de Cannes, lui, pas de prison ferme. Hein. Et pourtant, il était en contradiction avec la loi. Et ceux qui manifestaient pour qu'on applique la loi et la sauvegarde de nos frontières, eux, sont condamnés à de la prison ferme. C'est vrai que c'est plus facile de cogner sur des petits jeunes patriotes plutôt que d'attaquer des islamistes dangereux dans des mosquées salafistes. D'ailleurs, génération d'identitaires, ils ont combien de morts à leur actif? Double zéro. Ce sont des gens qui veulent simplement manifester un désir de souveraineté territoriale. Et les fanatiques islamistes, salafistes, combien de morts à leur actif? Combien d'attentats? Voilà. Et comme d'habitude, on vous dit que le danger vient de l'extrême droite. Et encore, l'appellation extrême droite, ça me fait doucement sourire. A-t-on le droit de revendiquer une identité? Tout le monde revendique une certaine identité culturelle. On est français, on peut être savoyard, alsacien, niçois, breton, basque. Ce sont toutes des régions où il y a une identité forte. Où est le mal? Et de vouloir qu'on respecte la loi et qu'il n'y ait pas des migrants sans papier officiel qui viennent s'installer sur le territoire français et qui ne sont jamais reconduits à la frontière. Comme d'habitude,
Voilà. On nous prend toujours pour des cons. Voilà. Bien, je vais parler d'un côté un peu plus lyonnais, mais en fin de compte, oui et non. C'est quelque chose qui est applicable un peu partout. On nous a parlé du fameux référendum d'initiative citoyenne. Alors, il faudrait modifier l'article 3 de la Constitution, enfin bon. Mais on a un souci quand même en France, c'est que, théoriquement, la souveraineté nationale appartient au peuple. Et qui exerce cette souveraineté par ses représentants qui ont été élus. Mais quand ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, Hollande vous parle que la finance internationale est son adversaire, et puis en fin de compte, il s'en accommode très bien, et il commence à faire passer une loi travail pour favoriser justement la finance internationale et le monde des affaires. Sarko, ben, il y avait un référendum en 2005, il l'a contourné, il a fait passer autre chose 2 ans après. Donc pendant 5 ans, les électeurs ne peuvent pas reprendre la parole. Donc on nous prend pour des gamins. Donc on a une idée au niveau de la modeste liste que je compte mettre en place sur la région lyonnaise. Enfin moi pas tout seul, avec d'autres bien entendu. Hein. On est plusieurs à réfléchir. On fait ça, il y a plusieurs cellules qui réfléchissent à plusieurs idées, plusieurs domaines. Pourrait-on faire un RIC, un petit référendum citoyen. C'est-à-dire, il faudrait mettre en place un petit lobby citoyen. Dans certaines communes en Suisse, il existe un site internet qui est géré par un organisme indépendant où les gens font des propositions, ils donnent des arguments. Par exemple, on peut très bien envisager de piétoniser une rue qui est très passante, très commerçante. Voilà. Et puis à partir d'un certain recueil, on recueille les avis, et s'il y a un certain pourcentage à définir, hein, bien sûr, on pourrait prendre en compte le pourcentage et délibérer là-dessus et faire un petit référendum local 1 fois ou 2 fois dans l'année sur quelques sujets, évidemment pas dépenser un pognon de dingue à faire des référendums à tire-larigot. Mais vous voyez, même aux États-Unis, en Oregon, il y a chaque année une chambre de 25 citoyens tirés au sort qui étudie et valide les sujets qui sont soumis au référendum. Donc, en fin de compte, avec ce petit référendum local, on progresse ensemble, on construit ensemble, et puis il y a des idées qui font leur chemin petit à petit. Donc, ce petit référendum d'initiative, qui peut être, on va dire, métropolitain, eh ben, c'est un retour à une souveraineté populaire. Voilà. Donc, effectivement, je vous disais, je vous parlais des élus, et des élus qui font un peu ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils sont élus, cause toujours, tu m'intéresses. Donc, vous savez qu'il y a des élus qui viennent, ils signent les feuilles de présence, et puis ils partent avant la fin des débats, hein, même avant le vote. Hein. Alors, j'ai un cas pour la métropole de Lyon, mais ça se reproduit partout. Hein. Au mois de juin, plus de 50% des 165 élus de la métropole n'étaient plus présents un lundi soir lors du conseil de la métropole. Alors, il restait des élus, il y en avait un peu plus de républicains qui ont demandé, des LR, qui ont demandé l'arrêt de la séance, car la majorité donc macroniste n'avait plus les moyens de délibérer. Donc la séance du conseil de la métropole qui se tenait a été interrompue faute d'élus présents dans l'hémicycle. Effectivement, il y a un règlement qui prévoit qu'il faut au moins avoir 50% des élus pour faire passer des lois, des réglementations. Et donc, il n'y avait pas les 83 élus nécessaires pour réunir un certain quorum. Et voilà, donc la séance n'est pas allée à son terme. Et voilà. Donc, les délibérations qui devaient être prévues n'ont pas pu être votées, et c'est repassé, si vous voulez, le mois suivant, le 8 juillet suivant. Quand même, je me pose la question s'il ne faudrait pas demander une rémunération à la présence, mais à la présence intégrale, hein, parce que les gens, ils signent, ils restent 1 heure, et après, ils partent. Franchement, tous ces gens qui vous sollicitent pour se faire élire, et qui ensuite n'assument pas leurs responsabilités, je peux vous dire que nous, si par bonheur, certains d'entre nous sont élus au conseil de la métropole lyonnaise, on sera là. On sera là, et
on assumera les responsabilités que vous nous aurons confiées. On est bien d'accord, hein. On n'est pas des professionnels, mais on est des citoyens engagés qui s'engagent pour le bien-être de tous et pour faire un petit peu bouger les choses. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout révolutionner, mais bon, si on peut faire passer quelques idées, ça sera toujours ça. Alors, je vais vous parler d'une chose incroyable, et puis en fin de compte, réfléchissez bien. Il y a ce qu'on appelle un génocide. À Lyon, nous avons le génocide des commerçants. Le génocide des commerçants de centre-ville. Alors nous avons été alertés parce qu'on commence à avoir ça commence à faire un petit peu boule de neige. Il y a des gens qui viennent nous apporter des idées, qui nous expliquent tous les problèmes qui se passent. Et les gens, en fin de compte, nous rejoignent parce qu'ils ne croient plus aux politiciens. Et on m'a passé un courrier qui a été envoyé au maire, au président de la métropole, parce qu'à Lyon, on a les deux. Et voilà. Alors, il faut savoir qu'on a des assassinats économiques, c'est-à-dire que tout le centre-ville de Lyon est cédé à des fonds souverains du Qatar, de l'Arabie Saoudite, pour qu'ils puissent installer un maximum de boutiques de luxe. Donc, on avait le cas d'une pizzeria, Carlino, qui existait depuis 20, 30, 40 ans, je crois de père en fils même. Et puis, ma foi, quand vous avez des loyers qui sont multipliés par 5, 6, 7, vous vendez des pizzas, vous ne vendez pas des montres à 5 ou 10 000 euros. Hein. Donc, les gens ne peuvent plus tenir. Donc, ils se retrouvent en difficulté et puis ils sont en liquidation. Et comme ça, les fonds peuvent récupérer le loyer, récupérer les locaux plutôt, et puis augmentent les loyers, multiplient les loyers par 5 ou 10. Et puis, ce sont des boutiques de luxe qui appartiennent à des grosses structures qui peuvent se permettre d'ouvrir des commerces de centre-ville. Donc voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, les commerçants, les commerçants indépendants, c'est plus du tout avant. Avant, c'était des gens qui étaient quand même un petit peu nantis, qui avaient des moyens. C'était un petit peu un commerçant, c'était un petit peu un notable. Hein. Bon, voilà. C'était pas un ouvrier, c'était bon. Mais maintenant, je veux dire, vous avez énormément de magasins qui sont en fin de compte des succursales de grosses structures internationales qui ne payent même pas parfois leurs impôts en France. Hein. Donc, c'est que des chaînes de vêtements, des chaînes de bijouterie, des chaînes de parfumerie, etc., qui, au fur et à mesure, prennent la place de vraiment du commerçant indépendant. Franchement, vous connaissez, vous, beaucoup de boutiques de vêtements où vous puissiez acheter un costume, une chemise, une cravate et tout, qui sont indépendants, qui n'appartiennent pas à une chaîne. Dans la mode féminine, c'est pareil. En bijouterie, presque plus de bijoutiers indépendants. Voilà. Hein, donc, alors, le pire, c'est ce qui se passe en centre-ville. Alors, je vais me permettre de vous énumérer une partie du courrier, parce que vous allez comprendre ce qui se passe, et vous allez vous dire, mais c'est dingue. Et en fin de compte, si vous réfléchissez, je suis persuadé qu'au cœur de Bordeaux, de Toulouse et d'autres grandes villes, c'est pareil. Et dans les petites villes, il y a peut-être moins d'insécurité, mais je vous rappelle que tous les commerçants indépendants cotisent et payent des impôts en France. C'est ça qui est important. Alors que les grosses structures, souvent, ont des holdings et en fin de compte, ils s'arrangent pour défiscaliser, délocaliser l'impôt dans des pays qui sont beaucoup plus avantageux. Alors, on m'a fourni un courrier qui a été envoyé par une association de commerçants au sénateur-maire et au président de la métropole. Nous sommes un groupe de commerçants installés dans le bas des pentes du 1er arrondissement autour de la place des Terreaux, près de l'hôtel de ville et de ses alentours. Donc, je veux dire, c'est autour de la mairie principale. Hein. Nous nous permettons de vous écrire pour vous alerter et attirer votre attention sur l'inquiétude que nous ressentons tous, doublée d'une grande lassitude. Nous sommes tous très attachés à notre quartier de travail et de vie et aux caractéristiques qui font son charme. C'est vraiment le cœur de Lyon. Hein. Cette introduction a pour but de vous assurer que notre démarche est celle d'acteurs économiques impliqués. De même, nous sommes conscients que l'actuel environnement économique contraint, parce que il y avait un petit peu l'épisode Gilets jaunes, impacte aussi nos chiffres d'affaires
et que les choix des lieux et des modalités d'organisation des événements majeurs de nos villes qui sont les vôtres s'inscrivent aussi dans le cadre d'un pays en état d'urgence. C'est une chose. Mais la faute n'incombe pas, elle incombe un peu aux gilets jaunes, mais c'est tout un état et vous allez comprendre. Pourtant, il faut vous dire haut et fort que notre quartier s'est considérablement dégradé depuis 2 ans environ. Nous vous appelons à l'aide parce que nous n'en pouvons plus. La journée de travail de chacun d'entre nous démarre chaque matin de la façon suivante. Écoutez bien, décontamination et désinfection des abords de nos établissements qui ont été utilisés comme des urinoirs à ciel ouvert. L'odeur est pestilentielle et insupportable les jours de grande chaleur. Sécurisation de ces mêmes abords qui sont envahis de tessons de bouteilles, de bière, au péril de notre intégrité physique et celui de notre personnel. Suppression des reliefs de consommation de drogue en tout genre, boîtes de Subutex, seringues, etc. Au pire encore, certains planquent des réserves de drogue, de la cocaïne est cachée dans les lamelles du store ou de l'un ou du cannabis dans les sanitaires d'un autre commerce. Elle se poursuit, la journée émaillée d'incivilités en augmentation constante. Tentatives de vol, et les vols sont en recrudescence. Agressions verbales, quand ce ne sont pas parfois des agressions physiques de la part de personnes un peu en errance, souvent fortement alcoolisées ou droguées. Agression des clients, du personnel, des touristes, des passants et des commerçants. Multiplication, aggravation du harcèlement de rue à l'encontre des clients et de notre personnel et des passants. Prise de drogue en pleine journée, à la vue de tous, en présence d'enfants habitant le quartier ou le passage. Bagarres nombreuses, hurlements, tapage en tout genre. Notre clientèle habituelle se plaint de la très mauvaise ambiance, de la saleté repoussante qui règne dans notre quartier. Une partie d'entre elles nous a indiqué ne plus vouloir revenir quand une autre partie, elle, n'est plus revenue sans rien dire et vous apercevez que vous avez une raison de votre clientèle. Les touristes français et étrangers s'étonnent même de l'état de notre quartier, pourtant proche de la mairie centrale. Ils n'ont jamais vu cela ailleurs. Il nous arrive d'avoir honte, surtout quand on voit des cars de touristes qui déposent des personnes âgées près de la place centrale des terreaux. Nous accusons tous une nette baisse de chiffre d'affaires qui est inhérente à la dégradation de nos conditions de travail dans notre quartier et qui se rajoute aux difficultés économiques générales. Il faut que vous preniez conscience, monsieur le sénateur maire, monsieur le président de la métropole de Lyon, qu'un nombre notable de petits commerces de quartier est en train de péricliter. Nous nous sentons abandonnés, négligés et nous constatons objectivement que leur public et le respect du vivre ensemble reposent désormais sur nos seules épaules, ce qui n'est pas acceptable. Des clients habituels, résidents du quartier, nous ont indiqué préférer partir pour protéger leurs adolescents, quotidiennement invectivés et importunés par des individus très alcoolisés, voire drogués. Autour de ces places, des parties communes d'immeubles sont utilisées comme fosses d'aisance. Nous devons sans arrêt veiller à la sécurité de nos clients, de notre personnel et des gens de passage. Donc très lourd comme responsabilité. Nous faisons la chasse aux importuns, sécurisons nos terrasses contre une mendicité agressive et hostile. Mais est-ce le rôle des commerçants ? D'ailleurs, notre légitimité est si faible que ceux d'entre nous qui interviennent pour protéger leur entreprise sont victimes de représailles, crachats, des coups contre la vitrine, insultes, agressions verbales, dégradations. Certains d'entre nous, épuisés, ont même envisagé de recourir à des sociétés de sécurité. Vous voyez, en plein centre-ville bourgeois, plein de vigiles parce que la municipalité ne semble plus vouloir assurer le maintien de l'ordre public. Ah, les services de la police municipale sont bien présents, mais semblent plus affairés à verbaliser les véhicules, notamment les camions de livraison qui sont en double fil, plutôt que de lutter contre les incivilités devenues insupportables par leur nombre et leur fréquence. Ces commerçants alertent sur leur quotidien devenu vraiment invivable. Mais depuis, ces messieurs sont tranquillement dans leur palais doré et se moquent royalement des conditions des petits commerçants qui, eux, payent, je dis bien payent et cotisent en France. Voilà. Je vais revenir sur
Allez, un point de détail. On apprend une nouvelle aujourd'hui, hein. Le culte de la personnalité de Macron. Figurez-vous qu'on va donner des cours sur Macron. C'est le point qui révèle ça aujourd'hui à Sciences Po. L'objectif est un enseignement en anglais autour de la personnalité du président de la République. Les défenseurs de cette initiative voient dans le parcours du chef de l'État un objet d'étude justifié pour étudiants en sciences politiques. Consacrer tout un enseignement de 25 heures à la personne d'un dirigeant actuellement au pouvoir semble être sans précédent en France. En d'autres temps, sous d'autres cieux et d'autres établissements, un autre régime, on imagine parfaitement des cours consacrés au culte du chef. La vénérable université parisienne avait déjà ouvert l'année dernière, sur son campus de Reims, une classe baptisée Macron. Alors, c'est, l'essor personnel et politique d'Emmanuel Macron, c'est un phénomène intrigant et encore insuffisamment exploré, selon la présentation publiée sur le site de Sciences Po Paris. Le cours, qui se veut le plus exhaustif possible, s'intéressera à ses jeunes années, mais aussi à ses premières années en tant que président, les défis auxquels il a fait face, la trace qu'il a amené à laisser dans l'histoire et ses chances de réélection en 2022. Alors, mais il faut savoir qu'un prérequis est demandé aux étudiants, donc ils devront lire plusieurs livres sur Macron déjà. Donc il y aura Macron, un président philosophe, écrit par Brice Couturier, et aussi Macron par Macron, des entretiens du chef de l'État, réalisés par Éric Fotorino, une compilation de discours de l'occupant de l'Élysée, ou alors Révolution, le livre de celui qui n'était alors qu'un candidat à l'élection présidentielle. Qui viendra enseigner aux élèves ? Effectivement, parce qu'en fin de compte, le chef de l'État, lui, est sorti de Sciences Po en 2001. C'est lui qui va revenir assurer les cours pour parler de sa modeste personne. Enfin bon, franchement, il y a une certaine vanité de donner des cours sur un président en exercice. Donc, voilà. La vanité de notre président, je reparlerai du G7, mais enfin bon, c'était que des coups de com' incroyables. Bon, je parlais de la violence en centre-ville. Bon, je suis tombé sur quelque chose à Nice, la belle ville de Nice. Il y a des agressions tout le temps à Nice. Le personnel de l'hôpital Pasteur II réclame des policiers dans les salles d'attente, vous vous rendez compte ? Une aide-soignante s'est fait agresser début août par un homme alcoolisé. C'est la 3e agression qu'elle subit. Le personnel réclame des policiers dans les salles d'attente des urgences. Un rassemblement de soutien a eu lieu le lundi 26 août. Le procès de l'homme qui avait agressé l'aide-soignante est reporté au 11 septembre. Voilà. Tous les personnels dénoncent un climat intenable avec des agressions qui se répètent de semaine en semaine. Il y a des agressions tout le temps. Une infirmière a eu une tentative de strangulation, d'autres ont eu une attaque à la machette, mais la violence est quotidienne à tous les niveaux. Bon, ça c'est un exemple à Nice. C'est de devenir partout. Baisse des moyens. Nous payons toujours de plus en plus d'impôts, de cotisations. Et en fin de compte, il y a de moins en moins de services. Dans la ruralité, on leur enlève des maternités, on leur enlève des hôpitaux, on leur enlève des transports en commun. Et puis nous, dans les grandes villes, les gens s'entassent au service des urgences, dans des conditions très très difficiles. Rappelez-vous qu'il y a, je crois, au moins 220 services d'urgence qui sont en grève. Et il suffirait de 75 millions d'euros pour déjà rétablir un certain équilibre. Rappelons que pour 2-3 jours, le G7 nous a coûté 36 millions officiellement, mais ils ont pris en compte qu'une très faible partie des frais. Tous les frais des forces de l'ordre, etc., ont été mis de côté. Le palais à Biarritz, qui était quand même un petit peu âgé, a été refait pour une addition de 100 millions d'euros. Donc voilà, en fin de compte, ça a coûté nettement plus cher. On a voulu faire croire que c'était quelque chose d'économique, moins cher qu'au Canada, etc., etc. Mais en fin de compte, c'est complètement faux. Je suis tombé sur des textes où on vous met le détail et en fin de compte,
Je ne sais pas si c'est 10 fois plus, mais c'est au moins 5 fois plus ça nous a coûté. Donc c'est complètement bidon quand on vous dit que c'était un G7 à l'économie, hein. Quand les gens s'amusent à prendre un avion plus un hélicoptère, restent une demi-heure à Biarritz comme la ministre des Armées et repartent ensuite, ah, c'est sûr qu'on n'a pas compté le coût horaire de l'hélicoptère et de l'avion, hein. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse attaquer votre week-end, hein. J'espère que vous aurez trouvé un intérêt. Je recrute toujours pour ma liste. Il y a un souci, si vous voulez, c'est la parité. Donc, on a besoin de 150 personnes pour la liste des métropoles, réparties sur 14 circonscriptions. Mais il faut qu'il y ait un nombre égal d'hommes et de femmes. Donc, on a besoin de gens un peu inspirés politiquement qui souhaitent vraiment participer à un engagement citoyen. Et on a des personnes, on a besoin de personnes qui sont sympathisantes, qui comprennent notre démarche et qui viennent un peu pour remplir les listes, pour qu'on ait le taf dans chaque arrondissement pour pouvoir présenter la liste. Voilà. Sur ce, je compte sur vous. Donc, si vous faites partie des 59, je crois 59 communes du Grand Lyon, la métropole, eh ben, prenez contact avec moi. Nous avons une page Facebook. Je vais vous remettre mon adresse mail. J'ai une page Facebook, je vais vous la mettre aussi. Et puis, vous laissez un petit message. Et puis, on va prochainement avoir une réunion le 11 septembre. Et puis, vous pourrez venir nous voir. On vous appelle, on en discute. Et puis voilà, c'est pas, hein, vous n'avez aucune obligation de démarchage, d'aller sur la voie publique donner des tracts, etc. Déjà, il faut qu'on ait suffisamment de personnes. Ça va se faire. Et puis déjà, on a l'aide également des commerçants là, qui viennent nous voir et tout. Donc il y a des choses qui vont se faire. Voilà. Mais mieux vaut prévoir et avoir suffisamment. Je vous dis, c'est une question surtout de parité. Il nous faut pas mal d'effectifs féminins. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, si vous voulez nous rejoindre, on n'est pas méchants, on est sympathique, on est gentil. Et voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager. Il y a des exemples que je montre dans la métropole lyonnaise parce que voilà, j'ai les pièces, mais en fin de compte, quelque part, ça peut s'extrapoler partout. Et les défauts que nous avons sur Lyon, eh ben, ma foi, malheureusement, ils se répètent dans d'autres villes, dans d'autres municipalités. Les élus viennent vous voir au moment des élections et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, eh ben, reprenez un petit peu le pouvoir et nous, ben, ma foi, on se met à votre disposition et on essaie aussi de reprendre une part du pouvoir. Voilà. Merci, à très bientôt. Merci de m'avoir suivi, merci de partager, merci de vous abonner. On tient le choc. Encore quelques mois et peut-être qu'on va faire quelque chose ensemble. Allez, merci beaucoup. Au revoir.